tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Johan. Salut à tous. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi et vous savez maintenant qui est Johan. Johan MCR Performance Normandie, donc qui s'occupe de tout ce qui va être gestion électronique sur la Mégane 3 RS. Aujourd'hui, pourquoi on vous fait cette vidéo-là? Parce que tous les commentaires de la vidéo lors de la vidéo de la casse du moteur de cette Mégane 3 RS m'a fait réfléchir. Et en fait, on a eu un lot vraiment important de commentaires. Alors, je vais dire sympathiques, parce qu'il faut toujours les nommer, haineux et débiles. et du coup, avec Johan, on s'est appelé et on en a pas mal discuté. On s'est dit qu'en fait, ce serait génial de vous faire une vidéo. Tout simplement retour sur tous ces commentaires-là. Donc, on va lister un petit peu tous les thèmes qui reviennent et on va les prendre parce qu'il y a quand même des informations que vous avez soupçonnées, notamment sur les joints de queue de soupape. Ou avec Johan, on en avait parlé en off, on pensait même qu'à la base que ça venait de là. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la vidéo. J'aurais dû en parler parce que ça fait aussi partie d'une des possibilités qui peuvent amener à ce genre de consommation d'huile. Mais c'est vrai qu'on en avait pas mal échangé ensemble. Ça, on n'en avait pas en off. parlé. Et du coup, j'ai tout simplement zappé. Mais c'était des commentaires très intéressants. Et c'est ma faute de ne pas en avoir parlé parce qu'effectivement, c'est intéressant. Ensuite, j'ai eu des retours. Donc là, je commence toujours par l'intéressant parce que je trouve que c'est vraiment important d'en parler. J'ai jamais eu de piston de Mégane 3 RS dans les mains. Et c'est vrai que ce qui moi me semble être cassé ressemble fortement aussi à la déformation d'origine. Donc je vous invite à suivre cette vidéo-là puisqu'on va repasser l'endoscope de manière plus précise dans les cylindres pour essayer de reprendre un petit peu avec vos idées, voir si réellement ou pas du coup ces pistons-là sont cassés. On va revenir sur tout ce qui va être huile céramique. Bons et mauvais commentaires, parce que les mauvais commentaires sur l'huile céramique sont des commentaires que je trouve intéressants à développer. Et on va revenir également sur la partie que je trouve débile, méchante et non instructif de tous ces gens qui, je sais tout mieux que tout le monde, ont que la critique à la bouche et qui ne regardent pas la vidéo, ne prennent pas le temps de s'informer de la vidéo et crachent leur venin, que ce soit en commentaire ou tout simplement sur les différents forums. Donc je trouve que c'est intéressant de donner les cartes en main pour leur clouer le bec et leur montrer très clairement que c'est leur simple manque de curiosité qui les amène à raconter un tas de conneries sur Internet. Et donc c'est pour ça que je suis avec Johan qui va vous parler donc tout ce qui va être gestion électronique. Parce que non, j'ai pas besoin d'aller chez Shiftech comme certains l'ont dit pour avoir une carte fiable. En fait, Shiftech ou tous les autres, donc MCR Performance en l'occurrence qui est avec nous aujourd'hui. En fait, une carte c'est une carte, de la mécanique c'est de la mécanique et il n'y a pas besoin de changer d'enseigne pour savoir faire une carte. Donc aujourd'hui, on va vous parler de tout ça. Je n'ai rien contre Shiftech, mais je reprends juste les commentaires qui étaient mis sous cette vidéo-là. Et pourquoi Shiftech? En fait, tout le monde a Shiftech à la bouche parce que la boiserie a fait connaître Shiftech. Ils sont certainement très bien et j'en doute même pas. Mais du coup, les gars, dites-vous juste que de la mécanique reste de la mécanique. Retirez les marques. Une paire de chaussures qu'elle s'appelle Nike ou Adidas, ça reste une paire de chaussures. Pas parce que c'est une Adidas qu'elle sera moins bien qu'une Nike. C'est exactement le même principe. Donc, on va revenir sur tous ces points-là en détail. Les amis, avant de continuer cette vidéo, je voulais vous parler de Car Vertical. Alors, vous connaissez certainement maintenant. Car Vertical, c'est aussi un site que moi j'utilise et ça permet tout simplement d'avoir l'historique complet d'un véhicule dans le monde entier. Donc c'est en relation avec les assurances, etc., les compagnies, l'État et tout le bordel qui permettent simplement de recenser dans le monde un historique sur un véhicule. Donc ça ne s'arrête pas aux frontières de la France, on parle vraiment du monde. Donc ça peut être hyper intéressant si comme moi vous faites de l'importation, notamment avec mon F-150, mais aussi si comme moi vous aimez prendre des risques lors d'achat d'un véhicule. Parfois, des trop bonnes affaires sont signe de problèmes, de vol, de trafic de kilométrage ou plein d'autres choses comme l'accident. Et vous le savez, alors là je ne me suis pas fait avoir, mais j'avais acheté cette Mégane 3 RS en dessous du prix du marché puisque je savais qu'elle avait été volée. Mais dans mon cas présent, le propriétaire avait été honnête et m'en avait informé. Par contre, il est tout à fait possible et même courant que la personne en face de vous soit malhonnête, ne vous en informe pas ou peut-être n'en est tout simplement pas lui-même informé. Donc Car Vertical, ça sert à ça. Vous rentrez le VIN ou la plaque d'immatriculation du véhicule et ça va vous sortir tout l'historique du véhicule. Vous voyez, c'est très simple, on peut récupérer le VIN généralement sous le pare-brise ici du véhicule, on va sur le site Car Vertical et on le saisit. C'est le moyen le plus précis d'avoir des informations. La plaque d'immatriculation, ça marche aussi, mais parfois, c'est un petit peu moins précis. Voilà, donc maintenant, je lance mon Car Vertical. Voilà, donc maintenant, mon rapport est généré, donc je peux tout simplement consulter mon rapport. Donc n'hésitez pas, vous pouvez utiliser Car Vertical avant de vous rendre devant le véhicule, donc en amont, ou bien si vous avez une hésitation devant le véhicule, vous faites comme moi, vous prenez le VIN, vous le tapez. Vous avez un code promotionnel en description de la vidéo avec le lien, le code GLB, ça vous fait tout simplement 10% sur votre achat. Donc voilà, on a plein de petites choses intéressantes qu'on peut retrouver avec Car Vertical. Donc n'hésitez pas, c'est hyper pratique, ça peut être utilisé
en amont ou juste devant le véhicule si vous avez un doute avant l'achat. Vous avez 10% avec le code promo GLB. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et les amis, c'est parti, on continue cette vidéo. Alors, premier sujet qui me semble intéressant, ça va être les joints de queue de soupape. Effectivement, vous avez 100% raison à tous ceux qui disent qu'un joint de queue de soupape peut être la cause de ce problème-là. Donc, on aspire de l'air en dépression et on la brûle au moment où on vient souffler dans les pistons. C'est tout à fait normal. Et avec Johan, c'est la première idée qu'on a eue. Exactement. Ouais. Surtout que je rappelle qu'on avait eu un problème de bougie lors de la reprogrammation où MCR Performance n'est pas responsable, je le dis et je le répète. Et en fait, on a peut-être eu une surchaleur dans la chambre de combustion qui aurait pu faire chauffer ces fameux joints de queue de soupape, qui aurait pu tout simplement les griller. Nous, ça a été notre première hypothèse avec Johan. C'est ça, ouais. Qu'on en a quand même discuté en off avant que je cherche cette vidéo-là. Et puis, ensuite, j'ai eu différents spécialistes de la Mégane, notamment CLM Racing. Et CLM Racing m'a dit, moi, je parie pour un cylindre qui est pété parce que c'est la maladie là-dessus. On a déjà eu le cas, on connaît par cœur ces moteurs-là, etc. Donc, je lui explique la théorie qu'on avait avec Johan. Et eux misent sur les pistons. Donc je me dis, j'en parle avec Johan encore une fois, je dis voilà, j'ai eu tel retour. On s'est même remis en question sur le turbo. Oui, après, voilà. on s'est posé beaucoup de questions. C'est bon, ça. S'il y a un souci, il faut savoir d'où ça vient. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la voiture, genre, elle marche impeccable. Pas de fumée quand j'accélère, pas de fumée en régime stabilisé, pas de bruit, pas de surconsommation, pas de consommation d'huile anormale, c'est-à-dire que la consommation d'huile est genre minime. J'ai fait 250 km, je sais même pas si c'est quantifiable ce qu'elle a brûlé en huile. Donc vraiment, il n'y a aucun symptôme. C'est là où moi j'ai repris toutes les vidéos du banc et je me suis dit, est-ce qu'on voit une fumée apparaître au banc? Non, et en fait c'est normal puisque au banc on réunit pas les conditions qui amènent cette fumée là. Rien à voir. Donc pas étonnant qu'on ne voit pas au banc, contrairement à certains qui ont dit oui mais le banc tu aurais dû le voir, etc. Maintenant j'ai pesé le pour et le contre. Qu'est-ce qu'on a changé qui diffère? Le turbo et le catalyseur. Donc moi je m'étais dit peut-être que c'est le catalyseur qui laisse passer les fumées, qui ne laissait pas passer avant et du coup qui fait que le problème est visible, qu'il l'était peut-être beaucoup moins avant. C'est des hypothèses qu'on s'est partagées en off. Donc pour la réponse du joint de queue de soupape, c'est tout à fait possible. Et c'est peut-être le cas. C'est-à-dire que si ma théorie des pistons cassés n'est pas la bonne, c'est peut-être la théorie des joints de queue de soupape. Donc c'était une remarque extrêmement pertinente, extrêmement intéressante, qu'on avait beaucoup échangé en off. Et donc peut-être que je me suis trompé dans mon diagnostic. C'est possible, mais tout ça on le verra au démontage. Parce que piston cassé ou pas cassé, de toute façon on avait prévu de forger ce moteur-là pour la suite du projet. Donc de toute façon, on va dire que c'est un mal pour un bien. Voilà, ça avance juste d'un mois la prépa moteur, mais dans tous les cas on avait prévu de le faire. Donc désolé aux mauvaises langues, c'était prévu. À tous ceux qui ont dit aussi oui, de toute façon, machin, c'est pas étonnant, 400 chevaux dans une belle Corvette 250, à faire le Jackie, t'as cassé le moteur, ceux-là je les adore, ils doivent tellement se faire chier dans la vie. Du coup en fait c'est normal, on le savait pertinemment que mettre 400 chevaux dans une voiture qu'on développe 250, il y allait avoir un problème de fiabilité. C'est normal, voilà, on le savait, on en était conscient, je l'ai dit, je l'ai redit dans les vidéos, ça peut péter. Notre but n'était pas que ça pète. Et puis la base de la voiture, on la connaît pas. On sait pas comment elle était matraquée avant. Volée, voiture à voler, alors 130 000 km. Bon, après, comme ça peut arriver. Voilà. Le démontage, il va falloir être bien minutieux sur le démontage et tout vérifier en fait. Mais on en était parfaitement conscient. Comme le souligne Johan, on n'avait aucun historique de cette voiture-là. Elle a été volée, donc je pense pas que les mecs aient roulé à 90 sur la 4 voies pour aller au supermarché du coin. Voilà, on va pas se mentir non plus. Donc on avait fait des vérifications en amont qui sont là, mais encore une fois, on n'a pas d'historique. Donc peut-être qu'elle avait déjà des problèmes avant et que le fait de la décatalyser les a rendus visible. J'insiste là-dessus. Donc pour les joints de queue de soupape, très bonne remarque. On en termine. Pour ceux qui nous disaient que c'était pas fiable, etc., on en était parfaitement conscient. On l'a dit et on l'a redit. Ce n'est une surprise pour personne, sauf pour ceux qui critiquent sans regarder la vidéo. Donc voilà pour clôturer ce sujet-là. Oui, 400 chevaux dans une voiture qu'on fait 250, on baisse la fiabilité. C'est normal. Ça, il faut pas sortir de Saint-Cyr. On le savait tous. Ça faisait partie intégrante du projet. Ça a été dit et redit. Il y a toujours une part de risque quand on fait quelque chose. Comme on dit souvent, il y a que ceux qui font rien. Qu'il arrive à rien. Il n'arrive à rien. Voilà. Donc on va clôturer ce passage-là et on va passer à la question suivante. Vous vous souvenez, on avait en fin de vidéo, on avait fait un comparo en se disant que peut-être que c'était déjà présent parce que comme par hasard, les deux cylindre où je pensais avoir une casse, on va revérifier tout à l'heure, avait du coup des compressions plus basses que les autres lors de l'achat du véhicule. Et donc on s'était dit que potentiellement si le piston avait cassé, il avait traversé l'ancien turbo. Donc je vous ai amené dans cette vidéo-là à contrôler les pales d'échappement de l'ancien turbo, où moi je n'ai rien vu. Et certains, même beaucoup d'entre vous, ont vu des petits, je dirais, défauts sur les pales
je tiens à rebondir là-dessus. C'est très bien, je vous en remercie parce que ça veut dire que la vidéo vous a plu et que tout comme moi, vous avez cherché la cause du problème et à quel moment elle est apparue. Mais ce que vous voyez sur les pales, c'est moi qui les ai fait. En fait, sur les pales, vous avez comme une poussière un petit peu d'échappement. Tu vois de quoi je parle un petit peu ou pas? Petite poussière un peu blanchâtre, grise, qui s'est déposée sur les pales et l'outil que j'ai pris pour faire tourner les pales a marqué sur cette poussière blanche. Je vous assure que les pales n'avaient strictement rien. Donc en fait, la théorie des pales abîmées sur l'ancien turbo tombe à l'eau parce que c'est moi qui ai fait ces marques-là sur la poussière blanche des pales. Donc ça, on clôture ça, mais c'était très bien et ça montre aussi que des fois vous pouvez voir des choses que moi je ne vois pas en mettant pause et en zoomant, en admirant un petit peu tout ça. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Je vous invite à continuer d'ailleurs parce que j'ai pas la science infuse et parfois ça peut m'aider. Donc question suivante. Alors maintenant, avant de repasser l'endoscope avec Johan et de regarder un petit peu de manière plus précise ces pistons, je voulais revenir sur l'huile céramique. Vous vous souvenez, on avait ces compressions là quand on avait acheté le véhicule. Ensuite, on l'a vidangé à la céramique. On a fait 3000 km plus toute la préparation et on se retrouve avec ces compressions là dans les cylindres. Donc on avait déterminé qu'on avait une moyenne d'augmentation des compressions de 1,2 bar. Ok. Alors certains m'ont dit oui mais c'est normal parce qu'il fait plus froid, les pièces se rétractent plus. Alors là je vais rien dire du tout. Johan, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Il me prend à froid comme ça, que ça se rétracte. Sur 30 degrés d'écart, j'y crois pas. On rétracte de la matière à 100-150 degrés, hein, quand on travaille de l'azote, des choses comme ça, ou quand on a des températures élevées, comme sur les échappements, on est à 300 degrés, où tu entends le tic-tic-tic quand tu gares la voiture le soir. Mais là, comme ça, non, il n'y a rien. J'insiste aussi sur le fait que pour toi, les pièces ont plus de compression à froid ou à chaud? Moi, j'aurais dit plus à chaud. Bon, bah voilà. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, on a une dilatation thermique. Comme dit Johan, c'est pas à 32 degrés d'écart qui va t'amener un bar de pression. À l'inverse, les compressions se prennent toujours à froid parce qu'à chaud, elles sont faussées. Parce qu'un moteur chaud va avoir une meilleure compression. J'insiste, c'est pas moi qui l'invente. Regardez partout sur internet, sur tout ce que vous voulez. C'est comme ça. C'est mécanique. Vous prenez une RTA, dedans, on vous dit de prendre les compressions moteurs à froid, justement parce que c'est à froid qu'on se base. À chaud, elles vont être toujours plus élevées. On va gagner généralement entre 0,5 pour les plus faibles jusqu'à 1 bar. Donc non, ce n'est pas parce qu'il fait -2 ici que mes compressions sont plus élevées. Regardez les RTA, c'est vraiment, j'invente rien là-dessus. Mais la question était bien et je trouve que c'est pour ça que je t'ai un petit peu interrogé pour avoir ton avis extérieur là-dessus. Ensuite, donc je rebondis, on m'a dit mais c'est parce que ton huile, elle est plus froide à -2 qu'elle l'est à 30. Ça peut être une très bonne théorie aussi. L'huile est plus épaisse, donc meilleure compression. Ça se tient. Sauf que je vous ai dit quoi? À chaud, on a des compressions plus élevées. À chaud, l'huile est plus liquide. Donc, c'est pas possible. Pour augmenter les compressions dans un cylindre, il faut qu'on ait de l'huile qui arrive dans les chambres de combustion. Là, j'en viens à l'autre question. Mais c'est parce que ta voiture consomme de l'huile que du coup, tu as de l'huile dans les chambres de combustion qui fait que ta compression augmente. Très bonne théorie aussi. Sauf que, je l'ai dit et je le répète, les conditions réunies pour avoir de l'huile qui passe dans la combustion, qui est de manière très 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 minime, parce qu'aujourd'hui, j'ai dû faire 400-500 km avec ce défaut-là, sans pour autant, encore une fois, quantifier la quantité d'huile qui a été brûlée. Donc si je ne peux pas la quantifier, c'est qu'on n'a même pas un verre. On n'a même pas un verre, une canette, une demi-canette. La théorie est bonne, mais en pratique, c'est pas possible. C'est-à-dire que pour avoir une consommation d'huile, donc une fumée apparente, il faut que j'utilise mon frein moteur. Donc ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je suis en descente au point mort. Ça veut dire que je suis en descente en 3e et c'est mon moteur, la friction de mon moteur qui va venir réguler ma vitesse. À ce moment-là, on crée une dépression dans le moteur, ce qui fait qu'on va venir aspirer l'huile et c'est au moment où je remets les gaz, où on crée une pression, où à ce moment-là, je vais brûler l'huile. Moteur à l'arrêt, mais je peux même la démarrer, vous allez voir, il n'y a pas un coup de fumée. Je n'ai pas d'huile qui rentre parce que le seul moyen d'avoir de l'huile qui rentre, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir une dépression, donc un frein moteur en route. C'est pas le cas. Donc cette théorie-là tombe aussi à l'eau. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait 4 heures de vidéo et que je vous ai résumé en un raccourci très simple, que c'est l'huile céramique qui m'a fait augmenter ça. Parce que tout ça, tout ce raisonnement-là, je me le suis déjà fait en interne. Alors à tous ceux qui disent, bah oui, il veut dire que c'est l'huile céramique parce qu'il la vend sur sa boutique. Non mais les gars, vous avez 3 trains de retard. Je vends l'huile céramique sur la boutique parce qu'on l'a testé et validé depuis maintenant 2 ans. Sinon, je vendrais toutes les huiles céramiques du monde et je vendrais tout ce que je peux sur ma boutique. Vous avez juste rien compris au principe de la boutique. Donc je vous invite à aller revoir le principe de la boutique avant de commenter. Donc maintenant, il y a plusieurs questions sur cette huile céramique. Vous me dites pourquoi ça a augmenté partout sauf sur le cylindre 4. Et bien là, c'est une des réponses que j'ai. Alors je vais peut-être vous apporter un semblant, je dis bien un semblant de réponse, mais encore une fois, j'ai pas la science infuse. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. J'essaie de trouver des explications et je vais vous la partager. Mais le doute persiste. Maintenant, quand il y a des choses que je me suis retourné dans tous les sens et que je suis presque sûr de pouvoir affirmer, bah je vous le dis. Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est que la céramique est polarisée et va venir coller sur les surfaces métalliques. Si je vous schématise une chemise, en gros une chemise, ça va faire ça. Et dedans, vous allez avoir le piston qui va faire ça et ça. Ok, ça c'est la théorie. Ici, vous avez une soupape. Ok, et là vous avez la culasse qui vient, on va dire, comme ça. Voilà. Grosso merdo, c'est comme ça. Maintenant, ça c'est la théorie. En pratique, si on zoome sur les surfaces, qu'est-ce qui va se passer? On a des surfaces qui sont pas lisses comme ça. On va avoir, si je prends cet exemple-là, on va avoir une surface qui va être un petit peu comme ça et comme ça. C'est ce qu'on appelle les aspérités de la matière. La céramique, le graphite, c'est ce qu'on appelle des hyperlubrifiants solides. C'est pas moi qui l'invente, ça c'est les mecs qui l'ont conçu, des ingénieurs, vous allez voir les vidéos qui vont arriver. Voilà, ça va plier tout le monde. En gros, le principe de l'hyperlubrification, c'est que la céramique, on a des billes. Imaginez que les molécules de céramique sont des billes et que le graphite, on est des cartes, un jeu de cartes. Vous prenez un jeu de cartes, entre eux, ça glisse. Des billes, entre elles, ça roule. L'idée, c'est de polariser tout ça pour qu'en gros, on vienne combler toutes les aspérités avec des billes, entre guillemets. Je vous schématise, hein, c'est pas des billes, mais c'est vraiment pour vous imaginer un petit peu ce qui va se passer dans le moteur si on zoome vraiment très près avec un microscope. Et en gros, c'est la friction des billes entre elles qui vont limiter la friction et du coup limiter la chauffe. Et ces particules de céramique sont thermodynamiques, c'est-à-dire qu'elles vont capter la chaleur et la dissiper partout. Voilà ce qui se passe en théorie. Je vous explique ça pour essayer de donner une théorie à ça. Parce qu'encore une fois, ça reste qu'une idée. Ça, c'est du concret. Ça, j'en suis sûr. C'est les mecs qui l'ont développé, ils me l'ont expliqué. Il y a des tests qui sont faits autres par moi. C'est pas moi qui l'invente. C'est comme ça. C'est de la molécule, de la chimie et de la mécanique. Maintenant, ce qu'on peut s'imaginer pour avoir une idée comme ça, c'est que les 3 premiers cylindres où on a vraiment une hausse entre 1,5 et 1,2 bar, c'est peut-être qu'elles avaient des grosses aspérités, des gros défauts d'aspérité. Et donc, du coup, la céramique a comblé de manière forte ces aspérités-là, remontant du coup la compression. Et donc on pourrait peut-être techniquement, ça reste qu'une idée, là je vous demande de débattre de manière intelligente en commentaire, que le cylindre numéro 10 ait peut-être des aspérités plus fines, vous voyez, plus fines, et que les molécules de céramique qui sont venues ici ont moins comblé d'aspérité que là, donc ont moins influencé sur le taux de compression. Ça reste ma théorie pour expliquer ça. Donc encore une fois, là je vous demande de débattre de manière intelligente et on va commencer par Johan. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que toi, tu as une autre réflexion là-dessus? Non, j'en ai pas d'autre. C'est vrai que 10 pour 10. Et alors que ça va augmenter sur les autres, ouais, pourquoi? Alors peut-être que c'est peut-être bien résumé, hein, c'est peut-être ça tout simplement. Donc le cylindre 10, ça veut dire que d'origine il était déjà très bien, donc ça n'a rien amélioré. Les autres, ça a pu que les aider. Je sais pas. Honnêtement, ça reste toujours une énigme que je peux pas. Après, c'est le même appareil, tout était fait en même temps. Voilà, comme tout le monde fait dans son garage, tac tac, on le fait, on fait les choses correctement. On a tous les paramètres qui sont. Voilà. Après, non. Bonne question. On aurait pu avoir une hausse significative qui pourrait tenir sur la théorie de ils avalent de l'huile, ça augmente la compression. Celui-là n'avale pas d'huile, la compression a été augmentée. Donc c'est une théorie qui tombe à l'eau. Donc voilà, ça c'est pour répondre à la partie friction, augmentation de compression. Maintenant, il y a une autre question qui résulte de ça. C'est, tu dis plusieurs fois dans tes vidéos qu'un moteur turbocompressé a des compressions plus basses qu'un moteur atmosphérique. Ah oui, Johan, je te laisse expliquer pourquoi. Alors c'était vrai il y a quelques années. Les anciens moteurs ont décomprimé les culasses pour pouvoir rentrer plus de pression dans les cylindres pour avoir l'augmentation de puissance. Ça s'est amélioré, on tient mieux les combustions, on a des pressions qui sont maintenant plus élevées, on y gagne partout, on y gagne en performance, on gagne en consommation. Ça, c'était le bas avant. Tu prends un GT Turbo, donc on parle d'une voiture qui a 30 ans, tu décomprimes les culasses parce que tu souffles le turbo quand tu le fais souffler à un bar 4, sinon les culasses elles se déformaient, etc. On refroidissait moins l'air qu'on absorbait, etc. C'était tout ça, ça chauffait, on soulevait les culasses, etc. Maintenant c'est très résistant. Maintenant, tu as des rapports volumétriques qui ont été bien augmentés. Sur des voitures de course, on est très très haut. Johan est dans le domaine de la course, rallycross, etc. Donc c'est pour vous resituer un petit peu. Sur les gros moteurs de course, ça comprime fort, ça souffle très très fort dans les cylindres et ça tient. Voilà. Donc, alors après, en théorie, si on va dire qu'un moteur atmosphérique sortira à 14 bars, donc 14 bars pour un moteur atmosphérique, on va dire que généralement un moteur turbo va sortir entre 10 et 11.
Les normes actuelles, c'est à peu près ça. Putain, j'écris comme un cochon, Jack un gaucher, ça écrit mal, mais alors dans ce sens-là, c'est vraiment moche. Alors, hop, je vous reprends ça. Voilà aujourd'hui ce que sort un moteur turbo ou atmosphérique de règle générale. Donc, on a 14 bars sur un Atmo. C'est des moyennes. Tu peux sortir 12, 13, 14. Aucun moteur qui sort de la même usine n'aura la même compression. C'est ce qu'il faut se dire. Sur un modèle turbo, on va se situer entre 10 et 11. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement de la grande série. Il va falloir trouver, comme Johan l'a dit, le bon rapport entre la quantité d'air qu'on met par le turbo, la température de l'air qu'on va mettre, donc ça va être le boulot de l'échangeur, la quantité, donc la cartographie, parce que la quantité d'essence va influencer sur le refroidissement de la chambre de combustion. En fait, c'est tout ça qui fait qu'il faut respecter les normes de pollution, le fait que ta voiture consomme pas trop pour la vendre, le fait qu'elle coûte pas trop cher à produire pour pouvoir aussi la vendre. En fait, tout ça fait que il faut tout simplement trouver un bon ratio pour vendre une voiture turbo ou Atmo. Un Atmo, à l'inverse, plus on va monter la compression dans la chambre de combustion, plus il va être efficace, plus il va sortir de chevaux. Donc là, on va avoir des petits moteurs avec beaucoup de compression qui vont pouvoir sortir des chevaux pas trop mal par rapport au même type de moteur des années 80. T'es d'accord avec moi là-dessus? Sauf qu'attention, il y en a peut-être certains qui vont vouloir mettre de la pression à mort pour sortir les chevaux, mais après on appelle ça le click tir. Et c'est là où je veux en venir. Parce que c'est là où les gens disaient, oui mais du coup Evan, si tu passes de 10 ou 9,5 à 11,5 avec ton huile céramique, du coup c'est certainement ça qui t'a créé du cliquetis et qui a détruit ton moteur. Alors, vous voyez, on avait 10, 9,5, 9,2, 10, la voiture avait 130 000 km, donc c'est pas mauvais, c'est pas neuf, c'est pas mauvais. Là, on est à 11, 11,25, donc on est dans les tolérances 9 de constructeur. Donc déjà, non, des pressions de 11 bars dans une chambre de combustion ne peut pas créer du cliquetis. Ce n'est pas assez. Il faudrait qu'on arrive sur des pressions à 14, 15 pour vraiment commencer à avoir du cliquetis. Mais pour avoir du cliquetis, déjà, il faut y aller. Ça veut dire qu'il faut souffler plus fort, il faut moins refroidir. Donc là, oui, on souffle plus fort, mais on refroidit beaucoup avec l'échangeur. On refroidit encore plus parce qu'on est à l'éthanol, donc on injecte beaucoup plus de quantité qu'on l'injectera à l'essence. Et qui plus est, l'éthanol rentre moins vite en cliquetis que l'essence. C'est pour ça qu'on peut changer l'allumage, qu'on viendra ensuite discuter. Mais pour revenir vraiment sur la théorie de l'huile céramique, les compressions qu'on a là ne sont pas suffisantes pour créer du cliquetis. Qui plus est, sur les voitures récentes, vous avez ce qu'on appelle des capteurs de cliquetis qui, quand ils détectent du cliquetis, modifient les tolérances d'allumage. C'est ça. Donc en fait, ce n'est strictement pas possible. Et mettre de l'huile céramique qui fait remonter un bar de pression n'est absolument pas destructeur pour un moteur turbo, puisqu'il aurait fallu arriver à 13, 14 de pression pour là commencer à pouvoir déclencher du cliquetis de manière plus précoce. Mais encore une fois, nous on n'était pas sujet à ça parce qu'on n'avait pas les bonnes avances, on n'avait pas du samplon 98, on avait un gros échangeur, on avait des gros injecteurs. Mais ça on va parler juste après, ça fera partie des autres questions. Donc là on a englobé les questions liées à l'huile céramique, la friction, l'augmentation de compression, la théorie sur le cylindre 4 et bien évidemment la théorie sur le fait qu'on peut avoir du cliquetis vu qu'on a augmenté les pressions grâce à l'huile céramique. Voilà toutes les questions qui ont été posées, que j'ai essayé d'y répondre de manière les plus concises. Donc maintenant on va retirer nos bougies, nos bobines et avec Johan on va reprendre l'endoscope, merci, et puis on va regarder tout ça de manière plus précis et plus détaillée. Donc maintenant qu'on m'a envoyé une multitude de photos, parce qu'il y a eu plein de gens intelligents, vous savez, il y a des gens qui sont intelligents, qui vont commenter de manière négative, mais parce qu'ils ont une vraie théorie. Et ça c'est bien, parce que ça apporte à la réflexion, et ça nous apporte à ce type de vidéo là, et à de la remise en question de soi-même. Après il y a des gens bêtes, qui vont t'inventer des vidéos que t'as pas fait pour critiquer et diffuser sur des forums. Du coup ça sert aussi à ça de leur clouer le bec. Donc c'est parti, on reprend l'endoscope, on démonte tout ça, et on se retrouve avec Johan dans le moteur. Donc là on va les prendre exactement tous dans les mêmes conditions, point mort bas, et on va regarder si on voit cette fois-ci quelque chose de cassé, d'anormal, ou si c'était un effet d'optique qu'on avait sur la précédente vidéo. Alors hop, donc cylindre numéro 4, mais nous on va considérer que c'est le 1 par rapport à notre schéma. Donc là on est au point mort bas, donc on voit bien, effectivement on voit bien ce décroché qui moi me semblait être cassé quand je zoomais dessus. Donc on va déjà faire le tour bien comme il faut du piston. Et ensuite, on va essayer de zoomer dessus. Alors là, tous ceux qui me disaient « Ouais, il y a de l'huile, machin », vous voyez bien que là, quand on les met au point mort bas, c'est pas de l'huile, mais uniquement de la calamine. Sauf que quand on s'approche avec la lumière, c'est pour ça que j'ai répondu à beaucoup de personnes en commentaire, qu'il serait peut-être bien, avant de commenter, qu'ils servent un jour d'un endoscope dans un moteur. De l'huile, ça se caractérise. Là, des fois, on peut avoir la brillance de la lumière et pourtant, c'est pas de l'huile. Et là, vous le voyez bien, c'est de la calamine. Pourquoi? Parce que le moteur tourne à l'éthanol et que la calamine est en train de se décoller. Chose que fait l'éthanol et ne fait pas le samplon 95 ou 98. Donc, ça peut donner ce genre de taches qui ne sont absolument pas de l'huile, mais tout simplement de la calamine qui se décolle. Voilà, j'insiste vraiment bien là-dessus. À tous ceux qui me disaient qu'il y avait des traces de cliquetis sur le centre du moteur, du piston, etc.,
je l'ai dit 50 000 fois aussi dans les commentaires, c'était tout simplement quelques saletés qui tombaient du puits de bougie au centre. Il n'y a absolument aucune trace de cliquetis, vous pouvez le voir. Alors, hop, on prend le pourtour. Donc celui-ci, on est pas mal du tout. Je sais pas ce qu'on voit ici. La tache là, ouais, je sais pas. Non, c'est la brillance, regarde, tu as la tache là, la tache là, la tache là, la tache là. C'est la brillance du piston. Donc ce cylindre-là, il n'a absolument rien. Ce qui pourrait tout simplement être normal, puisqu'on a pu voir que la bougie était parfaite. Donc là, du coup, on fait le 1 qui, pour nous, est le 4 selon les mesures qu'on a pris. Donc qui est censé être aussi nickel, parce que là, on n'avait pas de problème. Donc ça refait, ok. Donc là, ok, ouais, c'est vraiment propre. Ok. Ouais, c'est nickel. Franchement. Voilà, donc là, vous voyez bien, c'est pas de l'huile ici. Hein. Là, j'insiste vraiment pour répondre aux commentaires que j'ai eus. On voit qu'il n'y a pas une trace d'huile sur le cylindre. Donc, vous voyez bien que c'est pas l'huile qui a augmenté la compression. Bon, on va remettre au point mort bas les deux autres. Alors, on met le petit appareil dedans. Vous voyez, c'est en faisant ça en fait qu'on peut faire tomber un petit peu de saleté. Bon, bah, je sais pas si on va avoir assez de manœuvrabilité. Hop, hop, c'est bon, on y était. Hop. Donc pour l'instant, à tous ceux qui disent qu'il y a eu du cliquetis et tout le bordel et que du coup ça a fusillé le moteur, bon, on pourrait pas une trace de cliquetis, pas de bol pour vous. Alors effectivement, là on voit toujours ces mêmes décrochés. Et effectivement, il semblerait bien que vous ayez raison et qu'ils ne sont pas plus importants que sur les autres. Moi j'avais vraiment l'impression de voir des dents, donc je vais aller zoomer dessus tout à l'heure. D'accord, ça faisait pas le même effet. Ouais, ça faisait pas du tout le même effet. Nous, on avait vraiment l'impression d'avoir des dents de scie, comme si qu'il y avait une casse. Mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir des commentaires aussi parfois négatifs, mais intelligents. Donc là, ce qu'on peut voir ici, on voit bien que c'est un décollement de calamine. Ici, vous avez tout simplement une plaque de calamine qui a disparu. Et on voit toujours qu'il n'y a pas d'huile, ce qui pourrait également, du coup, nous rediriger vers ces fameux joints de queue de soupape. Qu'est-ce que t'en penses, Yohan? Bah ouais, il reste un cylindre, mais. Et là, on est d'accord, il n'y a pas de trace de cliquetis, il n'y a rien. Hein. Non. Tu vois, le cliquetis, tu le verrais, quoi. On verrait les coups de pointeau sur la tête de piston, et comme je te l'ai déjà dit, du cliquetis à l'E85. Si on a mis 70 degrés d'avance, peut-être. Ah, on va en parler après, tout ça. L'avance, l'AFR, on va répondre à toutes ces questions. La trace qu'on voit là, c'est peut-être l'aimant qu'on vient lui mettre pour. Non, je regardais justement pour voir si c'était des traces de cliquetis ou autre, mais parce que attention, encore une fois, elle a pu avoir du cliquetis avant, parce qu'avant elle était déjà à carto. Ah oui, elle était au samplon. Et elle était au samplon, c'est pour ça que j'insiste aussi là-dessus. Mais on voit honnêtement, je pense que c'est plus des plaques de calamine qui se défait, tu vois, si je zoome. Je me souviens, mec, tu as dit que la carto, les avances avaient été touchées, il a fallu les reprendre aussi. Mais tu vois là, non, il n'y a rien, c'est juste des décollements de calamine, regarde, c'est impeccable. Pas de traces d'huile, que dalle. Ok, donc du coup la théorie de la forme des pistons et le fait qu'ils ne soient pas cassés semble plutôt bonne et se confirmer avec ce deuxième diagnostic. Alors on va faire le dernier. Oh merde, à tous ceux qui étaient contents, c'est pas de bol pour eux quoi du coup. Oh merde, il va falloir qu'ils suppriment leur post sur les forums sinon ils vont se sentir cons. Alors là on voit bien hein, le décollement de calamine avec l'éthanol, on voit bien le cylindre qui est nickel qui reflète du coup tout ça. Là on a également du coup nos deux encoches qui sont beaucoup plus nettes que ce que j'avais vu sur le premier, effectivement. Donc c'était bien une erreur de diagnostic. Et nous, déjà, les encoches, elles faisaient pas 3D. Ouais, mais faisaient plat, ça faisait vraiment. Parce qu'un coup, on était au point mort haut, un coup, on était au point mort bas. Ce qui fait qu'on ne les voyait pas sous le même angle. Du coup, c'est pas bête du tout de les prendre tous avec le même angle. Et effectivement, tu vois, on s'aperçoit qu'elles sont tous pareilles. Si je zoome vraiment dessus, nous, on avait vraiment cette sensation. Voilà, donc vous voyez, j'arrive à bien zoomer et à bien vous montrer. On voit bien la calamine, toi. Et là, on voit bien la calamine qui se décolle. Là, vous le voyez bien, là, regardez. Hop. C'est cassé, là, non? Non, c'est l'empreinte. Ouais. L'usinage du piston. C'est la calamine, en fait, qui nous donnait... Parce qu'on n'avait pas la même lumière. Regarde, si je viens zoomer... Par contre, là, il y aurait bien de l'huile, quand même, non? Il y a un peu de brillance, quand même, là. Ouais, il y a un peu de brillance. Mais regarde où est la brillance. Au-dessus de la soupape d'admission. Exact. Donc, tu vois ce que je veux dire? ce cylindre-là, il va falloir faire un petit repère. Et au démontage, bien vérifier les joints par rapport Tu vois, ça laisserait bien penser. Regarde, l'empreinte de la soupape d'admission, elle est là. Et comme par hasard, la goutte d'huile, elle semblerait être ici.
Donc ça pourrait laisser sous-entendre qu'on ait bien un problème de joint de queue de soupape. C'est pas impossible du tout. Bon, et ben on en a terminé avec cette double vérification. Donc je remercie encore une fois les gens qui m'ont apporté des réponses et des avis sur la casse de ces pistons-là. Donc aujourd'hui, on peut dire que ces gens avaient raison, voilà, que j'ai fait une erreur de diagnostic. Merci, c'est pour ça que je vous dis, regardez attentivement mes vidéos, parce que ça peut être intéressant aussi pour moi. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas la forme de tous les pistons, de tous les moteurs. Et encore une fois, on n'avait pas pris le même angle, donc point mort bas sur les shacks, et du coup, le rendu visuel était différent. Là, en faisant ça d'une manière plus précise, avec vos retours, on s'aperçoit qu'effectivement, erreur de diagnostic, pas de piston cassé. Et que du coup, on en revient à notre débat éternel du début, les joints de queue de soupape, qui laisseraient passer un petit peu d'huile. Si on considère le fait que c'est un joint de queue de soupape, ou du moins quelque chose qui est lié au moteur, mais plus au piston, ça change le diagnostic. Ça veut dire que déjà, on n'a plus de casse moteur, et je suis vraiment, sincèrement, profondément désolé pour tous les haters qui ont pu mettre ça sur le dos de la carto, parce que du coup, tout tombe à l'eau aussi pour vous. Putain, pas de bol. Dommage. Du coup, je trouve que le meilleur moyen, c'est quand même de leur apporter une réponse technique, et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec Johan. Bon, maintenant, l'heure de clouer le bec à certains est venue. Donc, on va parler un petit peu technique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on vous a marqué un petit peu ce qu'on appelle l'AFR, donc le rapport stoichiométrique, le volume en quantité d'air par rapport à une quantité d'essence, et ensuite, on va parler lambda. Lambda, c'est quoi? Dis-moi si je me trompe, c'est un signal électrique. C'est ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour parler vraiment technique, hein, j'insiste à tous les je sais tout qui parlent AFR, il faut parler valeur lambda. Parler valeur AFR, ça veut tout et rien dire. Je te laisse la parole maintenant pour l'expliquer. Alors je l'explique comment? Directement avec, on parle en degrés Celsius ou degrés Fahrenheit. Parce que 90 degrés Celsius égale 190 degrés Fahrenheit. Là, il y en a, ah mais c'est trop chaud, c'est trop froid. Non, il faut savoir de quoi on parle. Donc le samplon, c'est pareil, ou le 85. Si on est sur une valeur AFR avec un mano réglé samplon, on se base toujours sur une valeur samplon, même si on est à l'E85. Ça, c'est sûr. Si on a un mano qui est réglé E85, on se base sur des valeurs à l'E85. Valeur d'AFR. D'AFR. C'est-à-dire que, en l'occurrence, alors je sors un chiffre comme ça, ok, ne prenez pas à la virgule près. Si par exemple l'AFR parfait pour le maxi de puissance au samplon est de 12,5, peut-être qu'il va être de 8,70 en E85. C'est des chiffres que je vous donne comme ça, 8,85. On parle d'AFR, donc de quantité d'air par rapport à la quantité d'essence. Mais maintenant, Johan, il va vous expliquer que si on parle électronique, c'est pas du tout la même chose. Je vais prendre le petit CO, c'est le plus simple. On va partir sur une valeur AFR de 12,5. Alors j'ai plus le chiffre en tête. Je crois que t'écris mieux que moi quand même. On va dire qu'en lambda, 0,85. Ça, c'est ça. Valeur stoichiométrique, on parle d'AFR, donc on va dire AFR proche de 8. Allez, donc un Ça AFR. reste des exemples, ne prenez pas au 0,0 près. Hop, on retombe à 0,85. Donc, suivant l'unité qu'on utilise, la valeur reste la même. Ah, c'est pas pareil. Mais si, au final, c'est pareil. Ça dépend comment est calibré l'outil, tout simplement. Voilà, c'est la calibration ça de base. dépend si tu as une sonde lambda qui est calibrée E85 ou qui est calibrée sans plomb. Mais tu peux faire un réglage E85 avec un mano sans plomb, puisqu'en fait, tu ne regardes pas ça, tu regardes ça. Voilà. Et comme il vient de vous l'expliquer, c'est la même chose. Quand tu as un rapport stoichiométrique de 14,7 au sans plomb, tu as 1 en lambda. Quand tu as un ratio de 9,76 à l'E85, tu as un rapport à 1. Donc en fait, c'est la même chose. Donc à tous les mecs, ah là, il a mis 12, 13 d'AFR. Alors, je sais pas où ils ont vu ça. Bon, alors déjà c'est formidable. pas, Si, on a quand même soulevé le truc. Ils l'ont mis. Hein, C'est que on rembobine, retour sur la vidéo précédente chez Johan. On arrive, on vous montre les logs pendant qu'on avait une carto qui n'était pas réglée pour le turbo et le décata. On a fait par palier, par montée en puissance logique pour voir comment se déroulaient les AFR sur un AFR calibré au samplon rembobiné pour voir tout simplement si on pouvait faire un tir ou pas. Et dans cette vidéo-là, vous avez vu des AFR de 13, 13,5, 14 pendant la phase de réglage. Et ces gens-là ont fait le raccourci tout bonheur que GLB ait cassé la voiture. Il fallait bien trouver un coupable. Là, ils sont excités, ils ont tellement une vie de merde qu'il fallait trouver quelque chose. Du coup, ils se sont empressés d'aller sur un forum Mégane pour dire « Ah, regardez, l'autre Tartuffe, là, il a cassé son moteur, pas étonnant, avec 13 d'AFR, etc. » Parce que ces loulous, là, ces loustiques, là, bah, le cul enfilé sur le canapé, ils n'ont pas écouté
la vidéo précédente où on expliquait bien que c'était dans la phase de réglage et qu'on expliquait clairement qu'on y allait par phase de mi-pédale et on augmentait progressivement le régime moteur. Donc en fait, ils ont pris une information d'une précédente vidéo, sortie de son contexte, pour venir faire un post sur les forums où ils ont pu cracher du coup tout leur venin. Du coup, sur ce même forum, les gens sont venus voir ma vidéo et ont commenté « Ah bah c'est pas étonnant de toute façon avec un AFR de 13 que t'es pété le moteur, blablabla, blablabla, blablabla. » Donc en gros, imaginez qu'il y a un abruti qui a mis un truc d'abruti sans regarder la véracité des faits et qu'une compagnie de moutons d'abrutis sont venus commenter sans vérifier la véracité de ces mêmes faits une vidéo. Donc là, du coup, on vous explique pour essayer de vous rendre un petit peu moins bête et amener une certaine réflexion. Donc déjà, ne sortez pas les informations d'un contexte. Deuxièmement, prenez le temps d'écouter les paroles en même temps que l'image. Ça sert à ça, une vidéo, c'est audio et visuel. Voilà, c'est l'audio-visuel, ça vient de là, hein. C'est pas moi qui l'invente non plus. Et pensez encore une fois, je le dis et je le répète, aux gens qui travaillent sur ce projet. Moi maintenant, je suis blindé, me faire insulter, me faire critiquer. Il y a des gens qui adorent faire ça. C'est comme ça. Pensez juste aux gens qui bossent derrière sur des projets comme ça, qui sont plus professionnels que les je sais tout des forums et qui peuvent être blessés parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre des conneries pareilles sorties par des blaireaux pareils. Donc en fait, moi je m'en fous, mais juste arrêtez d'inventer des vies, les gars, juste pour vous faire plaisir et cracher du venin sur Internet. Ça sert à personne et c'est pas comme ça que vous allez vous rendre intelligent. Donc vraiment, moi ça m'agace, mais je m'en fous. Mais je pense aux gens qui travaillent avec moi, notamment comme Johan, comme CLM Racing, comme BG Turbo, qui peuvent lire ces conneries-là, qui sont non fondées, avec des informations sorties d'un contexte et qui peuvent être blessantes. Donc aujourd'hui, on va vous montrer par A plus B que vous avez tort, que vous racontez des conneries. Et du coup, j'espère que tous les gens bêtes qui ont suivi ces informations sans les vérifier pourront se rendre compte qu'ils ont été bêtes de recopier bêtement, ça fait beaucoup de bêtes, mais j'insiste, ces mêmes valeurs dans les commentaires sur les forums, etc. Donc là, on parle bien de samplon de 85. Maintenant, je pense que si vous n'êtes pas trop bête, vous savez que le 85 en France, ça existe quasi jamais, sauf à Marseille, en plein mois d'août. Nous, on est en Normandie et plutôt au mois d'hiver, ce qui fait qu'on a de l'E60, voire même peut-être de l'E50. Donc, ce qui fait que on n'a toujours pas les mêmes AFR. Et les AFR, vous les connaissez vous, nous on les connaît pas. Hein. Si on a de l'E61, E62, 63, nous on les connaît pas. Mais si vous les connaissez, vous pouvez nous les partager, ça fait toujours plaisir. Et puis de toute façon, on leur dira pas. Voilà. Mais de toute façon, on les connaît pas. Donc ce qu'on va regarder nous, c'est pas ça. C'est la valeur lambda. Tout simplement. Donc en fait, vous parlez d'AFR sur des sujets que vous ne connaissez pas. En fait, le 13 d'AFR, il est sorti de son contexte parce que les gens sont partis en disant « Ouais, la 13 d'AFR, alors que le 85, 976 correspond à 1, machin, et la... » Surtout qu'ils ont repris. C'est un mélange. Parce que en fait, ce qui est fort, c'est ce que j'ai répondu à tous les gens qui ont bavé cette connerie-là sur les commentaires. Yeah. Peux-tu me ressortir l'endroit de la vidéo où tu as entendu qu'on tournait à 13 d'AFR? Parce que vous pouvez chercher, il n'y a aucune de mes vidéos sur la Mégane où la cartographie qui fait 400 chevaux, vous avez les logs. Pourquoi? Parce que on va pas non plus révéler. Ça reste comme BG Turbo, ils vont pas vous révéler les codes du turbo. CLM Racing vont pas vous donner les plans de fabrication des pièces. Les reprogrammeurs vont pas vous donner la cartographie sur Internet. C'est logique en fait, c'est juste le fruit d'un travail. Donc en fait, les logs que vous avez eus sont des logs qui ont été mis pendant la phase de réglage. Les logs qui sont définitifs, personne ne les a vus mis à part Johan, moi et Malik. Donc en fait, dites-moi juste où vous avez vu ces 13, je suis preneur. Donc là, maintenant qu'on a clôturé cette phase d'AFR, si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe au sujet d'après. Non, c'est tout bon. Hein. Voilà. On va tout simplement parler de l'avance. Parce que c'est même je sais tout, on dit, mais en même temps, c'est pas étonnant en mettant autant d'avance sur le moteur qu'il ait pété les cylindres, enfin les pistons. Ok, alors là, on a bien rigolé aussi avec Johan, parce qu'en fait, c'est les avances d'origine. Du coup, je te conseille de prendre ton téléphone, d'appeler Renault Sport et de leur dire que surtout les avances sont pas bonnes parce que du coup ça casse les moteurs. C'est moche pour eux du coup. C'est ça. Parce que les gens, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la voiture, c'est une carto qui est flex fuel. C'est donc ça. ils peuvent rouler au 98. Alors là j'admets que l'erreur vient peut-être de moi parce que dans la vidéo on a reprogrammé. J'avais dit que si on devait sortir le max de chevaux, on passerait sur une carto plutôt E85 que flex fuel pour pouvoir atteindre ces 400 chevaux. Mais tant qu'on n'aura pas la teneur en E85, on n'ira pas prendre le risque de mettre des avances. Mais je peux comprendre qu'il y a eu cette interprétation-là parce que c'est vrai que j'ai dit ça quand je me rendais chez toi. Parce que l'objectif c'était d'avoir 400 chevaux. S'il fallait toucher les avances, on aurait touché les avances. Mais je n'ai pas dit on a touché les avances. J'avais dit on fera si nécessaire une. Voilà. Non, mais ils ont, par déduction, le piston il a pété parce qu'il y avait trop d'avance. Ça n'a pas été nécessaire. C'est sorti de son contexte. Ça n'a pas été nécessaire pour atteindre les 400 chevaux. On n'a pas touché les avances, donc on est sur une carto flex fuel, donc qui peut rouler au samplon. Donc forcément, on n'a pas touché les avances parce que si on aurait touché les avances, on pourrait plus rouler au samplon. Aujourd'hui, on peut rouler au samplon et à quel que ce soit pourcentage d'éthanol. Et c'est pour ça que je le dis tout de suite à tous ces gens-là.
si demain on prépare, c'est demain on va préparer la Mégane, si on doit passer sur de l'E100 compétition pour aller atteindre les 40-50 chevaux qui nous manquent pour l'objectif qu'on sera donné, on le fera. Et là, on modifiera les avances. Si on arrive à atteindre l'objectif qu'on se donne avec une carte au flexfuel et donc des avances non touchées, on le fera. Mais si on doit en venir à passer de l'E100 et des avances, on le fera. C'est pas pour autant qu'on l'a fait. Aujourd'hui, Johan, a-t-on des avances modifiées sur la voiture, oui ou non? Non. Voilà, on a des avances d'origine. Donc je suis désolé pour vous aussi, du coup votre théorie de je sais tout tombe également à l'eau. Donc non, ce n'est pas la richesse, non, ce n'est pas les avances, mais c'est plutôt votre bêtise qui fait que vous sortez des informations qui sont non fondées d'un contexte qui est totalement détaché et que dessus vous créez un post pour tout simplement essayer de me nuire parce que vous ne m'aimez pas. Donc pour résumer, vous avez le droit de pas m'aimer, je m'en fous. Vous avez le droit de pas aimer notre projet qui est con. On s'en fout également parce que oui, il est con de mettre autant de chevaux possible dans ce moteur-là, mais c'est de la mécanique, on aime ça et on le partage. Maintenant, juste, je comprends pas pourquoi autant de méchanceté gratuite, pourquoi sortir des informations non fondées pour nuire à des professionnels qui s'investissent et qui travaillent en collaboration avec moi sur des projets. Bah en fait, c'est juste que t'es ou vous êtes des gars méchants qui avaient rien à foutre. C'est aussi simple que ça. Donc pour clôturer cette réponse, la vraie réponse, c'est que si vous prenez un tableau, parce que vous allez pouvoir le trouver avec 61, puis 62, puis 63, puis 64, puis tout ce que vous voulez, éternellement, et ben vous allez pouvoir voir que non, nous ne sommes pas pauvres, mais que oui, nous ne sommes pas riches. Alors je sais pas, j'ai rien pour m'être riche. Donc la vraie réponse à cette question-là, c'est que oui, on aurait pu enrichir encore un peu pour aller gratter quelques chevaux. Mais est-ce qu'on est pauvre? Non. Est-ce qu'on a de l'avance? Non. Est-ce qu'on aurait pu enrichir? Oui, mais l'objectif était atteint. Et un petit truc aussi que j'ai vu dans les commentaires, pour sortir autant de chevaux, ça a soufflé à 2 bars. Ok, si vous le dites. Alors, ça, on vous a montré des logs. Il a soufflé à 2 bars. Pendant la préparation, à un moment, il a soufflé à 2 bars. Ouais. Sauf que dès que ça soufflait à 2 bars, on coupait parce que le turbo nous a été fabriqué et donné en garantie fiabilité pour 1,8 bar. Donc notre objectif, ce n'était pas de dépasser 1,8. Aujourd'hui, BG Turbo fabrique ce turbo-là pour la compétition qui est donné pour 420 chevaux à 1,8 bar. C'est pas moi qui l'invente, c'est BG Turbo qui le fabrique. Ils ont des tests, ils ont des gens qui roulent avec en compétition. C'est un fait. Donc à tous ceux qui disent ouais le mec il invente ses chiffres, c'est pas moi qui les invente. Je pense que ces gens-là ont quand même beaucoup plus de recul et de professionnalisme que le mec qui va créer ce post malsain sur les forums. Nous aujourd'hui on souffle à 1 bar 600, presque 1 bar 7. C'est ça. Ouais. Il nous reste 0,12 grammes. 1 bar quoi en gros tiré, il y a 100 grammes. Voilà. Et on atteint 400 chevaux. Donc les chiffres de BG Turbo sont cohérents en rajoutant ces 0,1 d'atteindre 420 chevaux à 5 chevaux près. Quoi. Voilà, parce qu'encore une fois, ça dépendra le banc, ça dépendra de tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Johan. Non, les commentaires constructifs sont hyper intéressants. Sont toujours les bienvenus. Hein. On n'est pas les premiers à faire une Mégane, on sera pas les derniers. C'est ça. Bah voilà, moi ça me plaît bien. Moi le projet, allez, on continue. Le mec qui dit que t'es en AFR 13, qui dit que t'as coupé des pistons, finalement le piston il est pas mort en fait. Ben ouais, du coup c'est pas de bol pour lui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quoi. Toute leur théorie elle tombe à l'eau. C'est dommage pour eux quoi. Ou alors s'il a cassé, c'est pas pour ça. C'est peut-être voilà. Et encore une fois, je le dis, je le répète, la voiture a été volée, a été certainement maltraitée. On ne l'a pas payé cher. Quand bien même que le moteur a été pété quand je l'aurais acheté, je rentrais toujours dans mes frais. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a été amené à faire un projet débile, je le dis, c'est un projet débile. Le but, c'est pas celui qui va avoir la plus grosse, comme certains m'ont dit, on s'en fout en fait. Nous, c'est le projet de faire de la méca et de la belle méca. Maintenant, on s'en fout, on n'a pas l'objectif d'aller sur piste. Peut-être que demain, on va se dire, on prépare le châssis parce qu'on avait fait un truc de fou sur le moteur et qu'on va l'emmener sur piste. On sait pas comment ça va évoluer. À la base, on devait juste la vérifier. Maintenant, on la prépare, on va la préparer encore plus. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet fixe sur ce projet-là, c'est juste se faire plaisir dans le milieu de la mécanique. Donc voilà, aujourd'hui, on est conscient que quand tu prépares le double de la puissance dans un moteur stock, ça peut casser. En l'occurrence, c'était prévu depuis le début, c'était un risque qui était conscient. Donc je ne vois pas pourquoi il y a eu autant de débilité racontée, alors qu'en 2 mots simples, on vous a plié votre débat de IA malsain. Quoi. Donc en tout cas les amis, j'espère qu'on a pu reprendre tous les questionnements, les réflexions intelligentes, etc. que vous avez pu faire. Et moi, je vous en remercie parce que du coup, effectivement, je me suis trompé dans le diagnostic. On n'a pas 2 pistons de cassés, mais il semblerait que ce soit bien nos joints de queue de soupape qui est un pépin. Donc ça, je vous invite à suivre en vous abonnant à la chaîne YouTube, en nous suivant sur les réseaux sociaux, parce que la prochaine étape, c'est de sortir ce moteur-là, de le démonter intégralement, de le forger et de continuer cette préparation avec des objectifs qui pour l'instant ne sont pas limités. Donc toujours avec mes partenaires CLM Racing, MCR Performance Normandie et bien évidemment BG Turbo.
Les amis, un grand merci à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à suivre Johan MCR Performance Normandie également sur ses réseaux. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Et Johan, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Salut.